Bienvenue à Bruxelles pour la dernière rencontre de notre série Repairing the Future, une série de rencontres qui est proposée par Beaux-Arts, le journal Le Soir et le magazine Knack. La crise du coronavirus continue à chambouler, bouleverser, angoisser notre monde, mais elle s'ajoute ou elle renforce un certain nombre d'autres crises qui étaient là, latentes ou déjà éclatées. La migration, le changement climatique, des crises économiques, crises démocratiques aussi avec la montée des populismes, le retour des extrémismes. Que pouvons-nous faire pour rêver ce monde, l'imaginer autrement? Y a-t-il une possibilité d'un autre futur? C'est la question que nous posons aujourd'hui à Edgar Morin, le grand sociologue français, qui, à 99 ans, se met à nouveau au service du temps présent pour analyser et donner des pistes, justement, de cet nouvel avenir, de ce nouveau futur. Edgar Morin, les crises, vous les avez toutes quasi traversées, en tout cas, vous avez connu quasi toutes celles du XXe siècle, et maintenant, vous traversez aussi celles du début du XXIe siècle. Vous étiez jeune homme lors de la Deuxième Guerre mondiale, et cette guerre-là, vous l'avez affrontée pas seulement les idées à la main, mais surtout les armes à la main, puisque vous étiez dans la résistance. Vous avez connu l'hitlérisme, le stalinisme, les débuts de l'Europe, mai 68, tant d'autres ruptures. Et voici avec le corona, un moment historiquement et extrêmement grave, écrivez-vous. Mais face auquel il faut, ajoutez-vous, que nous gardions l'espoir. Comme à chaque fois, vous n'êtes pas juste spectateur de ce monde en proie à un virus et qui se fait ou défait devant nos yeux, mais vous êtes aussi acteur. Vous venez donc d'écrire Changeons de voix, les leçons du coronavirus, un livre qui paraît chez De Noël et qui décrit ce nouveau monde. Vous le décrivez vraiment avec beaucoup de détails, beaucoup d'idées neuves, mais vous détaillez aussi les modalités, comment le faire advenir, en nous renvoyant, nous, citoyens, à notre part d'action dans cette humanité qui se déroule devant nos yeux et dont nous ne pouvons pas être, nous, que spectateurs. Alors bonjour Edgar Morin. Bonjour. Me dois de vous poser la première question rituelle de cette série d'entretiens, c'est de d'abord vous demander d'où nous parlez-vous? Écoutez, je parle, disons, à la fois d'un lieu très singulier en ce moment qui est une maison de campagne amicale et qui est en même temps, je parle de quelqu'un qui sent que le monde, la planète est présente autour de lui. Et donc, si vous voulez, euh, mon lieu de peut-être que celui d'une vie, d'une réflexion qui essaye de se nourrir de l'expérience d'une vie et d'un type de pensée que j'appelle complexe, pour essayer de comprendre et pour essayer aussi d'aider dans le vide de pensée politique actuelle, dans la crise que nous venons, d'apporter ma contribution. Est-ce là que vous avez été confiné? On sait que vous êtes dans votre père de Montpellier et d'abord, est-ce là que vous êtes resté? Mais aussi, moi, je m'interroge, qu'est-ce qu'un sociologue de votre trempe qui observe le monde a fait pendant ce confinement? La partie la plus visible de vous, dont j'ai le souvenir, ce sont les tweets que vous faites régulièrement, un par jour en tout cas. Est-ce que, les idées, le monde est venu à vous à Montpellier ou est-ce que vous avez dû aller le chercher et par quels moyens dès lors que vous ne pouviez plus l'arpenter? Mais vous savez, tout en étant confiné physiquement dans cet appartement de Montpellier, j'étais totalement déconfiné psychiquement parce que j'étais à l'affût de toutes les informations qui nous arrivaient, qui apportaient, où chacune apportait une question ou une incertitude. J'ai été aussi submergé par les échanges que j'avais avec mes proches, avec mes amis pour discuter, pour comprendre, et aussi par les demandes qui m'arrivaient d'entretiens et d'interviews que j'ai beaucoup donné parce que je pensais qu'à ce moment-là, il y avait à apporter une réflexion qui ne soit pas unidimensionnelle, qui ne soit pas unilatérale, qui essaye de penser dans des conditions d'incertitude inouïes, une crise elle-même très difficile à penser puisqu'elle est multidimensionnelle, puisqu'elle concerne aussi bien chaque individu
dans sa biologie, c'est-à-dire dans le problème de sa relation avec la mort, que dans sa vie quotidienne, entièrement transformée parce qu'une vie extravertie ailleurs, dehors, dans le travail, dans le loisir, dans les sorties, redevient une vie intériorisée. Donc chacun est concerné dans sa vie, dans ses rapports même avec ses proches, qui deviennent à ce moment-là beaucoup plus étroits et intimes, ou au contraire se distendent dans des querelles, devient donc, et puis ça touche notre civilisation, notre société, notre nation, l'Europe, l'univers, la planète, puisque ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement, une planète où tout était en interaction, on a vu brusquement que chaque nation se refermait sur elle-même et que cette mondialisation qui nous avait tous reliés économiquement, communicationnellement, etc., n'avait créé aucune solidarité entre les humains, entre les peuples. Donc, s'il fallait essayer de penser tout ceci, d'essayer d'éclairer, si possible, dans le climat d'angoisse qui régnait. Donc, si vous voulez, j'ai eu une vie intellectuelle intense pendant cette époque-là qui m'a beaucoup fatigué. Au lieu d'utiliser le confinement comme un peu une possibilité de détente et de relaxation, ça a été quelque chose d'absolument intense et qui de plus m'a amené à écrire ce petit livre dont vous parlez, qui lui-même était très fatigant à écrire, que j'ai écrit du reste avec la collaboration de mon épouse. Donc voilà le confinement pour moi. Bien entendu, personnellement, voisins aimables, coopérative, solidarité, générosité, quelque chose de très positif. Cette crise du coronavirus, ça fait beaucoup de morts et en Belgique, mais en France également, ce sont les personnes plus âgées qui ont été, les principales victimes. On a même parlé d'une espèce de génocide des vieux ou de génération sacrifiée, en fait. Bon, bah, là, vous êtes là, vous avez 99 ans, vous êtes dans une forme éblouissante et vous racontez d'ailleurs au début de votre livre que, vous avez connu plusieurs fois, les virus et que vous êtes né quelque part vainqueur d'un virus. Vous écrivez: «Je suis une victime de l'épidémie de la grippe espagnole et je fus ranimé par les giflements ininterrompus du gynécologue qui me tint 30 minutes suspendu par les pieds». Alors, est-ce qu'on pourrait dire que la grippe et les virus ne vous aiment pas? Ou que vous avez une recette pour les terrasser à chaque fois? Racontez-nous votre combat personnel contre les épidémies, les grippes et autres, vilaines choses venues ici, en l'occurrence, de Chine. Écoutez, en ce qui concerne ma naissance, il est possible que j'ai mené un combat inconscient dans les entrailles de ma mère, puisque j'ai résisté aux produits abortifs qu'elle avait administrés parce qu'elle avait une maladie du cœur et qu'avoir un enfant devait lui être fatal. Donc je pense que j'ai résisté, mais pas assez, puisque je suis né étranglé et mort-né. Et donc c'est grâce à ce gynécologue patient et qui a dû pendant une demi-heure me gifler pour que donc, si vous voulez, j'ai survécu, et ça par la suite aussi bien par mes propres forces de résilience, comme on dit aujourd'hui, que par toujours des aides extérieures qui m'ont aidé à survivre, que ce soit euh, pendant les périodes de la résistance, euh, ou quand j'ai dû être hospitalisé pour une grave hépatite, enfin, voilà, je ne sais pas, le paradoxe, c'est que mort-né, j'ai quand même atteint 99 ans et que j'ai eu plusieurs rendez-vous ratés avec la mort au cours de mon existence et que celle-ci, bon, j'ai pensé qu'elle me donnait un dernier rendez-vous avec le coronavirus et je n'en sais rien encore. Vous écrivez: «Je suis l'enfant de toutes les crises que mes 90 ans, mes 90 ans, pardon, ont vécues». Alors j'ai envie de vous demander en quoi celle-ci, parce que vous êtes peut-être presque un spécialiste, des crises de notre temps passé et du temps présent, en quoi celle-ci serait-elle pour vous différente?
Est-ce que vous l'avez jugée plus grave? Vous dites qu'elle est historique et extrêmement grave, mais en quoi finalement? Mais vous savez, quand je pense à ces années de mon adolescence, puisque disons en 1933, quand Hitler arrive au pouvoir et que commence une époque que j'ai appelée de dépression cyclonale sur l'Europe, et que commence donc il y a l'Anschluss, il y a l'élection de l'Autriche, il y a la guerre d'Espagne, tous ces événements. Donc, si vous voulez, la crise de cette époque me forme, puisque j'accède au monde et je vois une démocratie malade, en crise, après le 6 février 1934. Je vois deux forces qui s'opposent violemment, qu'on peut, pour simplifier, disons, le fascisme, ou l'antifascisme, ou le communisme et l'extrême droite. Euh, je vois des forces minoritaires qui essayent de trouver une troisième voie et de sauver la démocratie. Je ne peux que m'interroger et je suis formé par toutes les questions que je me pose. Et quand j'entre à l'université en 1939-40, c'est-à-dire l'année de la déclaration de la guerre, je m'inscris en sociologie, en philosophie, en sciences politiques, en économie, parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'être humain? Qu'est-ce que c'est que la société? Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Dans quel monde vivons-nous? Vous voyez, donc, si vous voulez, je suis formé par ces événements-là. Alors, ces événements-là me conduisent à une position, à l'époque de mon adolescence, plutôt pacifiste. Je suis marqué par le fait que beaucoup d'esprits qui ont été eux-mêmes, qui ont subi la guerre de 14, ont acquis une haine de la guerre et veulent la paix. Je suis marqué par ce pacifisme-là. Mais quand arrive l'occupation et le nazisme, un processus aussi de conversion se fait en moi, parce que cette guerre va mobiliser dans le fond toute l'humanité. L'Amérique va entrer en guerre, le peuple russe est en guerre. Donc, si vous voulez, je suis emporté et je me convertis, puisque c'est une conviction que je crois rationnelle et qui en fait est religieuse. Elle a une lutte pour le salut, l'émancipation de l'humanité. Et après la guerre, quand arrive la guerre froide et le regel du communisme stalinien, je m'en détache. Autrement dit, tous les événements qui sont arrivés m'aident à avoir des prises de conscience successives. Et je pense que les dernières, c'est-à-dire celles qui m'arrivent après m'être détaché complètement du communisme soviétique, je continue à me former parce que des nouvelles crises m'interrogent sur c'est le rapport Khrouchtchev qui désacralise, Staline, c'est la révolte hongroise à laquelle je sympathise, c'est le putsch d'Alger où la République s'effondre et De Gaulle arrive au pouvoir. Donc, si vous voulez, tous ces éléments amènent à réfléchir, à repenser sans arrêt. Et moi, je crois que ce sont les événements qui m'ont formé. Bien entendu, j'existe en tant que sujet humain, mais je crois que ce sont ces expériences qui m'ont pas seulement marqué dans ma vie, mais qui ont absolument marqué ma pensée qui s'est faite à travers la tentative de toujours comprendre et de toujours chercher une voie. Vous avez été surpris en fait de la force, de l'intensité de cette pandémie qui, pour beaucoup, s'est marquée, surtout cette force et cette, omniprésence par le fait qu'elle a terrassé le monde de la globalisation, qu'elle a mis le monde à l'arrêt, mais pas un monde, pas un continent, tous les continents qui ont dû à un moment donné renoncer à être dans la vie active, tous de la même façon. Cette espèce d'unité de corps ou unité de comportement
au travers d'un monde que certains décrivaient comme totalement différent et incapable de s'arrêter. Est-ce que c'est ça pour vous, le signe finalement, qui vous a donné l'idée de la profondeur de la crise ou de son caractère, inouï ou inédit? Ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, j'ai été tout à fait surpris par l'arrivée de ce virus-là, de cette pandémie, et j'ai cherché le maximum d'informations, et malgré cette recherche, toute nouvelle information accroissait l'incertitude, parce qu'encore aujourd'hui, on n'est pas sûr de son lieu de naissance et de ses conditions de naissance. Encore aujourd'hui, on ne connaît pas les remèdes, on n'est pas sûr des remèdes qui peuvent agir aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on n'est même pas sûr qu'un vaccin pourra effectivement surmonter la possibilité d'infection. Encore aujourd'hui, on ne sait même pas s'il va y avoir un rebond ou s'il va pas y avoir, ou si le virus va se calmer. On ne sait même pas s'il va devenir annuel comme la grippe. Donc nous avons ce virus-là, et en plus, pour une partie des gens, il a des formes bénignes, presque invisibles, et pour d'autres, il crée des tsunamis intérieurs et des dégradations profondes pulmonaires qui conduisent à la mort. Donc, si vous voulez, tout ça est très étrange et nous vivons cette étrangeté, cette incertitude encore. Donc, voilà le cadre. Mais ce qui s'est passé, c'est que des épidémies mondiales, il y en a eu, parce que, disons, dès la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb, il y a une unification microbienne du monde. Hein. Les microbes d'Amérique arrivent en Europe et les microbes européens vont décimer les malheureuses populations amérindiennes. Donc, si vous voulez, le monde est unifié. Il y a des épidémies générales comme auparavant le Moyen-Âge l'a connu. La nouveauté n'est pas l'épidémie. La nouveauté est que dans un monde qui se croyait aseptisé, dans un monde où, quelques années auparavant, la plupart des scientifiques pensaient que les virus et les bactéries seraient terrassés, on avait déjà vu, avant l'apparition du coronavirus, notamment avec le sida, on avait vu, avec la résistance des bactéries aux antibiotiques, nous avons vu la capacité de réponse, de protection contre ces unicellulaires et la capacité de changement, de mutation et de ruse apparemment qu'ils ont. Donc, si vous voulez, on se rend compte que ça a touché quelque chose qui s'était un peu enraciné dans nos consciences européo-occidentales, c'est que de plus en plus, la technique et la science faisaient de l'homme le maître de son destin et le possesseur du monde. Déjà, la crise écologique, la conscience écologique a été retardée parce qu'on n'arrivait pas à croire qu'il fallait arrêter de dominer la nature puisque cette domination se retournait contre nous. Hein. Mais cette conscience déjà nous était capitale, mais on ne voulait pas, on s'y refusait. Donc, est arrivé, donc, après cette conscience écologique, est arrivée cette pandémie qui elle-même a bouleversé les sociétés, qui a conduit les sociétés non préparées à ça au confinement. Et le confinement lui-même a conduit à des arrêts, à des ralentissements, voire des paralysies économiques, donc une crise économique. Et que, en plus, les États qui semblaient reliés les uns aux autres, chacun cherche sa solution fermée, renaît le problème, disons, de l'autonomie nationale, etc. Donc, vous voyez, tout ceci est lié, tout ceci est enchevêtré, et je pense que ma façon de penser, qui est, disons, la recherche d'une pensée capable d'affronter les complexités du monde. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que veut dire le mot complexus? Ça veut dire ce qui est tissé ensemble. Hein. La complexité, c'est le tissu commun des choses que nous sépare artificiellement dans des disciplines non communicantes. Or, ma forme de pensée,
était ça. Donc je pensais que ma forme de pensée convenait à ce problème où tout était mêlé, le sanitaire, le physiologique, le politique, le existentiel, etc. Vous voyez, donc j'ai été possédé par cette histoire-là parce que ça concernait en profondeur ma façon de penser. Vous avez été un grand observateur notamment de la crise écologique, mais vous dites notamment de celle-ci que ce n'est pas elle n'est pas un phénomène en soi, qu'elle est surtout le symptôme d'une crise plus profonde et générale du paradigme de l'Occident et d'une impression de modernité. En quoi finalement est-elle le symptôme de cette crise, d'une forme de, je ne dirais pas de civilisation, mais nous avons souvent eu le sentiment que surtout en Europe, que cette crise ne pouvait pas nous toucher, que ce virus, ce qu'il y avait d'extrêmement finalement vexant, c'est qu'elle blessait notre modernité dans le sens où nous pensions être outillés pour réagir et pour contrer finalement petite chose invisible qui ne pouvait pas nous terrasser. Donc en quoi pour vous est-elle le symptôme de quelque chose de plus important que juste finalement une maladie qui se répand et qui touche en aveugle? Oui, il faut situer cette crise dans un ensemble de processus. D'abord, cette crise écologique dont je viens de parler, elle est très importante parce que pour moi-même, j'en ai pris conscience parce que je me trouvais en Californie dans les années 69-70, j'ai pris conscience du rapport Meadows et j'ai compris que le problème écologique n'était pas seulement ou principalement un problème sentimental d'amour de la nature, des petits oiseaux et des coquelicots, que c'était un problème formidable pour l'humanité, parce qu'il y avait la dégradation de toute notre nature, notre biosphère, aussi bien sur le plan global que même sur le plan local, nos rivières, nos villes polluées, notre alimentation dégradée par les pesticides, etc. Donc, c'était aussi un problème global. Alors que la façon de penser normale est de dire, ah oui, d'un côté il y a la nature et de l'autre côté il y a l'humanité. Pas du tout. Les deux étaient liés. Donc, si vous voulez, ça prouvait une incapacité de la pensée moderne qui s'est fondée, et du reste qui s'est développée grâce aux sciences disciplinaires, de l'incapacité de profiter de tous les acquis des disciplines pour relier les connaissances et essayer de mieux comprendre. Si on avait compris ceci, on aurait enseigné la science écologique dans toutes les écoles primaires, secondaires et universités, qui est une science, là, au début, c'est bon, c'est pas avant d'être une force politique. Hein. Bon, donc, si vous voulez, alors, si je prends ceci, c'est une crise d'une conception de la modernité qui était fondée sur l'idée que le destin de l'homme était de maîtriser la nature, de maîtriser et d'être presque le maître du monde. Ceci, bien sûr, on a des puissances extraordinaires avec nos missiles et des puissances surtout destructrices avec les armes nucléaires, mais en même temps, on est infirme devant la mort, le chagrin, la douleur, la perte d'amour, etc. Donc, ça nous restitue à la condition humaine que tentait à masquer la modernité, le progrès ininterrompu, tout ira de mieux en mieux, etc. Mais j'irai un peu plus loin, vous savez, parce qu'il faut dire que ce qu'il y avait de merveilleux au départ produit après des effets qui peuvent être désastreux. Qu'est-ce que c'est le jaillissement de la modernité à la Renaissance? C'est évidemment la rupture d'un monde unifié par la théologie, avec d'un côté la philosophie qui s'élance en liberté et questionnait même l'existence de Dieu, les sciences qui commencent à se développer, le commerce qui se développe, la classe bourgeoise qui crée, les nations modernes qui se font, tous ces processus extrêmement importants qui ont des côtés très positifs, ont déjà leur côté négatif. Les nations qui se forment se font la guerre entre elles. Le commerce qui se déploie favorise l'esclavagisme dont on parle beaucoup aujourd'hui. Enfin, il y a déjà l'envers du décor. Mais
il y a aussi le côté positif d'un monde où se développe la pensée, la connaissance, l'aventure de la vie, l'autonomie individuelle, etc. Et de plus en plus, ces choses se dégradent. L'autonomie individuelle, qui est une conquête formidable, mais ça a conduit aussi à l'égoïsme et ça conduit aussi à la dégradation des solidarités, elle-même aggravée par la compartimentation généralisée. Donc, si vous voulez, si vous interprétez les différentes crises, mai 68, mai 68, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeunesse disons, la jeunesse des familles aisées, ceux qui vont à l'université, la famille, comme en Californie, les jeunesses des familles riches qui ont tout le confort des voitures, des télévisions, etc., sentent le vide de cette vie de leur famille et cherchent la communauté, cherchent autre chose, cherchent l'amour. Et donc, si vous voulez, il y a une crise de civilisation qui elle-même est une conséquence de la crise de la modernité, que 68 éclaire sous cet angle-là. Donc, et d'autre part, si l'on peut penser que les nations se fortifiaient en se faisant la guerre jusqu'en 19e siècle, mais des guerres qui n'étaient pas... Il y a eu des choses atroces comme le ravage du Palatinat par les troupes du maréchal de Turenne, etc. Mais enfin, il a fallu attendre le développement des armes modernes pour que la guerre devienne abominable avec la Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc, si vous voulez, les guerres, ça a été l'occasion pour les nations de se développer, d'être plus ou moins indépendantes, et après, c'est la cause du désastre. Donc, la Renaissance, où tout se séparait, parce que Dieu, la théologie s'est effondrée, aujourd'hui, nous avons besoin d'une autre Renaissance qui relie les choses. Pas que les unifie arbitrairement, parce que sinon c'est du monothéisme, du monolithisme, du totalitarisme. Non, capable de relier les choses qu'on a artificiellement séparées. Et c'est cette connaissance-là qui va permettre une autre action de mieux penser cette course aveugle dans laquelle nous sommes précipités par un développement déchaîné du profit, de la technique, de la science qui n'a plus aucune régulation morale. Donc, si vous voulez, voilà, nous sommes arrivés à la crise de la modernité. Mais je ne suis pas de ceux qui vont dire, ah ben voilà, c'est fini la modernité, nous sommes dans la postmodernité. La postmodernité n'existe pas. Plus tard, on verra ce que c'est. Parce que vous savez, par le Moyen-Âge, c'est une notion qui est née au 19e siècle. Les gens du Moyen-Âge ne disaient pas nous sommes des gens du Moyen-Âge. Bon, donc la modernité est en crise. Nous ne savons pas ce qui va sortir. Elle continue, et tout en étant malade, on sent qu'un nouveau monde veut naître, ou peut-être elle n'arrive pas à s'accoucher. Voilà, c'est ça la crise du grand paradigme d'Occident. Vous voyez? 15 leçons pour une crise. La première que vous choisissez, et la première que vous tirez en fait, c'est de dire que nous avons tiré les leçons de comment vis-tu? C'est-à-dire que, comme si la première chose finalement que vous mettez dans la liste des leçons à tirer, c'est le fait que nous nous soyons interrogés sur notre mode de vie. Alors moi, je vous trouve un peu optimiste parce que je pense que on l'a certes fait au départ, mais est-ce que nous ne sommes pas interrogés sur notre manière de vivre pour finalement regretter qu'elle se soit arrêtée et reprendre au plus vite ce que nous faisions avant? Il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle des carnets de l'après, en notant ce qu'ils ne savaient plus faire et qu'ils pourraient faire autrement. En quoi finalement, existentiellement, cette crise finalement a posé des questions à chacun d'entre nous sur notre manière d'être, sur la vie que nous avions, sur notre façon d'être des êtres humains, si je vous comprends bien. Mais vous savez, c'est une occasion que je dirais ratée, parce que c'était l'opportunité de ceux qui sont littéralement possédés par, disons, un mode de vie qui obéit à la chronologie stricte au détriment du temps intérieur, à l'accélération de tout, qui nous somnambulise, si vous voulez, avec la publicité, la consommation, etc. C'était une occasion de prendre une distance par rapport à sa propre vie. Mais on peut dire que nos concitoyens n'ont pas été aidés
en cela. Les philosophes ne se sont tus. Les philosophes qui auraient pu dire, vous savez, maintenant, essayez de réfléchir, de repenser à votre vie, de voir. Non, on a et bien entendu, les moralistes aussi sont. Donc, si vous voulez, nous avons retardé, mais c'était une occasion formidable. Mais certains ont commencé à y penser. Je pense que parmi le bouillonnement intellectuel qui s'est fait pendant le confinement, il y a eu ces interrogations, il faut changer de vie, il faut changer. Moi, je dis changer de voie, ça veut dire en même temps changer de vie. Hein. Les deux se renvoient l'un à l'autre. Et donc, mais on verra si dans l'avenir se développe un mouvement qui aide nos concitoyens à prendre conscience de ce problème. Et ce n'est pas sûr parce qu'il y a des forces énormes, des intérêts énormes pour nous figer dans l'immédiat, pour nous faire vivre au jour le jour, pour nous faire penser que simplement à l'angoisse du lendemain, etc. Donc, si vous voulez, on entre dans une lutte obscure entre des forces de régression et des forces qui essayent d'aller vers quelque chose de mieux, non pas du tout le meilleur du monde, mais un monde un peu moins mauvais. Oui, on parle aussi du réveil de la solidarité que ça a provoqué. On se demande parfois si ça va plus loin que des gens qui applaudissaient sur des trottoirs, parfois même simplement parce qu'ils aimaient cette idée d'une communauté. Ils étaient surtout solidaires de leurs voisins à côté d'eux. On voit aujourd'hui, par exemple, qu'on cherche des profils pour des métiers en difficulté, qui ont été loués, appréciés, valorisés durant cette crise et qu'on ne les trouve pas. En fait, que ces gens, on les regardait de loin, mais on ne veut pas faire leur job à ces gens dont nous étions soudain si solidaires. Et en même temps, c'est une crise qui, dans cette forme de solidarité retrouvée, a surtout révélé des inégalités sociales très importantes. Comment vous jugez un petit peu? Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce que c'est compatible finalement? Ou est-ce que cette solidarité nouvelle va pouvoir aider à résoudre ces inégalités révélées? Vous savez, c'est pas, à mon avis, il n'y a pas de contradiction. D'un côté, ça a révélé que la solidarité dormait, mais n'était pas morte. Elle dormait parce que justement, la machine dans laquelle nous vivions nous enfermait, nous isolait, nous compartimentait, nous renfermait sur nos égoïsmes. Et brusquement, on voit que ces potentialités existent chez chacun, parce que chez chaque être humain, il y a comme un double logiciel, il y a le moi-je, égocentrique, et il y a le nous, dans lequel on se donne à autrui, le tu, dans lequel on aime autrui, et nous avons tous besoin à la fois d'un nous et en même temps de réaliser notre aspiration. Donc, le sens du nous est très important, et je dirais même que la solidarité et la responsabilité, ce sont pas seulement les deux vertus capitales, le fondement, la source de toute éthique, c'est aussi la source de toute vie en société. Une société démocratique, c'est-à-dire où il y avoir de la liberté, eh bien, elle a pour ciment le sentiment que chaque citoyen fait partie d'un tout, d'une communauté, se sent solidaire et responsable. Donc, si vous voulez, ça c'est l'aspect le plus important et qui m'a conduit dans mon livre à dire qu'il faut une politique, et je donne les moyens, les indications pour réveiller et développer solidarité et responsabilité. On a beaucoup fait appel aux experts qui sont beaucoup venus sur les plateaux de télévision, dans les journaux télévisés, dans les journaux écrits, sur internet, expliquer, décoder la crise. On a dit même que c'était un peu le royaume des experts, une espèce de gestion de la crise, non plus par les politiques, mais par les gens qui avaient du savoir. Et pourtant, vous décodez en fait l'idée que cette crise a révélé justement une crise de l'intelligence, un manque de l'intelligence nécessaire ou adaptée à la compréhension de ce qui nous arrive, et surtout a révélé une carence terrible dans notre mode de connaissance. Un mode de connaissance
qui serait éclaté, dès lors ne conviendrait pas du tout à la compréhension d'un phénomène qui n'est compréhensible que si on met tout ensemble, l'économie, le social, le sanitaire, alors que nous avons beaucoup réparti ces différentes façons de connaître entre des universités, des facultés, sans finalement donner cette possibilité aux hommes d'intégrer un savoir un peu compréhensif, hein, qui comprend beaucoup de choses pour décoder le temps présent et sa complexité. Et surtout, son interrelationnel. Tout est relié, en fait. Et vous venez de dire ce que j'aurais pu dire moi-même, c'est-à-dire que effectivement, pour moi, un des caractères importants et fondamentaux de la crise est la crise de la pensée, la crise de la connaissance qui est toujours unilatérale, manichéenne, séparée. Donc la crise de la pensée est incapable de relier les choses vers notre système d'éducation qui devrait être reformé et qui ne l'est pas. Donc, si vous voulez, et je vois cette même crise qui est la crise politique, la crise de la démocratie, c'est pas seulement les corruptions qui arrivent, c'est aussi le vide de pensée qui s'est fait que des partis se sont désintégrés, comme le Parti socialiste, ou sclérosés, comme la droite classique. Donc, si vous voulez, il y a un vide, et même dans les rassemblements, le rassemblement en France qui s'est fait autour du président, c'est un rassemblement absolument hétéroclite, dont le seul ciment, c'est la confiance dans le président le souci de garder le siège parlementaire. Mais je pense qu'il faut mettre le doigt sur ce vide de pensée parce qu'on voit partout des tentatives de replâtrage, de rassembler les détritus et les débris des systèmes qui se sont désintégrés pour refaire des choses. Bon, moi je pense que peut-être il y a des coalitions très utiles, je ne suis pas contre, mais il faut refonder la politique, il faut repenser, et je m'excuse d'avoir l'air un peu prétentieux, mais c'est le travail que j'ai fait moi, pendant des années, notamment dans mon livre qui s'appelle La Voix, et Changeons de voix, c'est un peu une suite actualisée de La Voix. Donc, et la pensée complexe, c'est ça que j'ai voulu apporter à autrui et qui servira peut-être aux gens dans une centaine d'années. Au cours de votre long périple, vous avez été un des premiers, vous le rappelez, à citer le premier rapport qui a fait de la destruction de la planète ou de la surconsommation de la planète sa révélation. Enfin, on sait que le temps a manqué depuis, ou qu'en tout cas l'action politique, la volonté politique pour agir sur tout ça, et qu'on est des décennies plus tard toujours confronté au même problème. Est-ce que pour vous aujourd'hui, vous pensez que ce virus finalement est une autre manifestation de cette destruction de l'environnement, du climat par les êtres humains? Est-ce que finalement, on pourrait le voir aussi comme une espèce de manifestation concrète, dernier avertissement avant le grand lâchage environnemental que nous aurions créé, et que ce monstre finalement, nous en serions un peu le concepteur, à cause justement du lien avec la climatologie, l'environnement, la destruction de cette planète sur laquelle nous vivons? Il y a des liens, à mon avis, incontestables entre cette pandémie et le problème, je dirais, global de la biosphère planétaire. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les, les, les atteintes à la diversité biologique, le fait que certaines espèces se soient rapprochées de l'humain, enfin, il y a beaucoup de signes qui montrent que effectivement, il y a un lien bien indirect, mais, mais réel. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, c'est pas par la preuve en est, c'est que aujourd'hui, en France comme dans d'autres pays, ce qui était écarté, c'est-à-dire ce qu'on appelait la transition écologique, et à mon avis, c'est ce qu'est la nouvelle voie où l'écologie devient importante pour relancer l'économie et aller vers le mieux-être, que ce problème revient, c'est sûr. Puisqu'on a constaté pendant les confinements
à quel point l'air des villes était purifié, à quel point le miel est devenu plus abondant dans les ruches, à quel point, si vous voulez, il y avait une sorte de rapide résurrection de la nature. Donc, si vous voulez, tout ceci, ça fait... désormais, on doit lier toutes ces choses-là. Maintenant, il est certain que si ce virus était, disons, porté par des chauves-souris, des pangolins, possible aussi que le fait que les chauves-souris soient très présentes dans les habitats humains et que les pangolins soient une nourriture pour de nombreuses populations et favorisée. Mais si on prend aussi l'autre hypothèse, où à Wuhan, il y avait un laboratoire chargé spécialement d'étudier les virus et bactéries, sans doute dans des buts peut-être de chercher des remèdes, parce qu'il y avait déjà eu un certain nombre d'épidémies en Asie, avec le SRAS, n'est-ce pas, avec le symptôme respiratoire. Il est possible qu'à la suite d'un accident, un virus un peu trop manipulé ait échappé à la vigilance du laboratoire. Ça, nous ne le saurons que bien plus tard, parce qu'un énorme secret pèse là-dessus et que les autorités chinoises, disons, empêchent de savoir quoi que ce soit. Mais si vous voulez, là aussi, on voit que tout ceci, c'est lié au... Il est évident que les épidémies ont existé, mais leur amplification et accélération s'est faite par le fait de l'usage massif du transport aérien. Hein. Avant, c'était beaucoup plus lent. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la mondialisation, qui elles-mêmes sont liées à la dégradation de la planète. J'étais un petit peu un gourou du temps à venir. Et moi, je suis assez marquée par l'optimisme que vous avez, la certitude que vous avez. Vous semblez avoir en tout cas la volonté de faire advenir un monde différent. Et j'ai envie de vous demander si, de façon très sincère, vous pensez vraiment que demain sera différent d'hier. Et est-ce que c'est l'apocalypse, une sorte de monde apocalyptique qui nous attend, ou est-ce que le futur est fait d'éléments porteurs d'espoir? On a beaucoup cité au cours de cette série d'interviews cette fameuse phrase de Welbeck qui dit « ce sera le même monde en pire ». Vous avez envie, je pense, de dire, si je vous comprends bien, ce sera un autre monde si vous voulez qu'il soit meilleur parce que c'est possible. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est-à-dire que, vous savez, je me fonde d'abord sur ce qui se passait dans les années précédentes de l'épidémie et que c'était un phénomène de régression générale sur la planète. Sur toute la planète, il y avait crise de la démocratie partout et parfois souvent des remplacements par des régimes semi-autoritaires ou bien par des chefs d'État, disons, un peu bizarres, très démagogues. Donc, si vous voulez, il y avait les ravages de cette politique qui s'était mondialisée depuis les années Reagan-Thatcher, de ce qu'on appelle le néolibéralisme, et qui partout, si vous voulez, à la fois supprimer tout ce qui était service public et État-providence, tout en renforçant tout ce qui était État gendarme. Donc, si vous voulez, on vivait dans un système très régressif et on voyait que les multiples manifestations de colère chez les peuples au Chili, au Liban, enfin dans tous les pays, en Algérie, que tous ces mouvements spontanés étaient écrasés, faute de perspective, faute de pensée. Donc, on ne voit pas pour cette régression peut se poursuivre et s'aggraver. Déjà, on voit que les relations entre Chine et États-Unis sont plus tendues maintenant qu'elles l'étaient avant la crise. Nous voyons surgir une nouvelle zone de conflit en Libye, qui n'est pas seulement de la guerre intérieure, mais des interventions internationales.
nous voyons la Turquie des nouvelles puissances, disons, néo-ottomanes, un peu impériales. Nous voyons des symptômes inquiétants et on ne peut pas écarter l'hypothèse d'une barbarie s'étendant sur toute la planète, surtout si se déclenchent des guerres, parce que vous savez que la guerre de 14 était totalement inattendue. Un accident à Sarajevo a provoqué mille feux aux poudres. Par contre, la guerre de 39 était plus ou moins attendue, mais il faut penser que le pacte germano-soviétique qui l'a permise était tout à fait inattendu. Donc, si vous voulez, il faut je pense qu'on ne peut pas écarter les risques majeurs, les plus barbares. Mais dans l'incertitude où nous sommes, et dans le fait que souvent, ce n'est pas le probable qui se produit, mais l'improbable, ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense que l'on peut penser que des conditions de développement de forces salutaires à partir d'une nouvelle pensée politique, d'une nouvelle voie, que ceci peut avoir des chances d'épargner à la planète le pire et peut-être de créer des conditions meilleures, pas le meilleur des mondes incontestablement, mais quand même un monde un peu où on pourrait un peu moins mal vivre. Je le crois, et si quelque chose se développe, il est évident que j'aimerais y participer. Cet optimisme, cette espérance, je dirais plutôt, est ancrée dans une idée que je trouve très jolie. Vous évoquez en effet la possibilité, grâce à cette crise, d'une prise de conscience de la communauté de destin des hommes. Et c'est vrai que pendant la crise du coronavirus, on s'est beaucoup centré là-dessus, en fait, sur le fait qu'on avait le sentiment, parce que nous vivions les mêmes choses avec peu de décalage de la même façon, que soudain tous ces hommes répartis de façon inégale économiquement, géographiquement, dans leur couleur de peau, dans leur statut social, soudain étaient unis par une communauté de destin. Est-ce que cette communauté de destin est un leurre? Et est-ce que, comme vous le dites, elle peut, et c'est elle qui peut se permettre de régénérer une forme d'humanisme qui aujourd'hui est très attaquée en fait? Vous savez, la communauté de destin des humains est un fait. C'est un fait. Nous avons les mêmes périls, les mêmes problèmes communs dans tous les continents. Par contre, ce qui n'existe pas, c'est la conscience de cette communauté de destin. Pourquoi? Parce que les angoisses de notre temps, les incertitudes, les périls font que favorisent les tendances au repli sur soi-même, sur son identité stricte, ethnique ou nationale ou religieuse. Et la tragédie, c'est qu'au lieu de prendre conscience de cette communauté de destin, les périls et les angoisses nous empêchent d'en prendre conscience. Alors tout le problème est là, je ne peux pas dire que si ça viendra ou non, je l'espère. On a beaucoup aussi évoqué la résilience, en fait, ou en tout cas la guérison des âmes ou la capacité de passer des épreuves difficiles, qui s'est vérifiée ici aussi par l'art, la consommation d'œuvres d'art, la lecture de livres. On ne peut pas rencontrer quelqu'un qui n'ait pas dit: «Oh mais moi j'ai regardé tel film» ou «J'ai regardé tel classique» et ce ne sont jamais des choses banales. En fait, on regarde certes certains films de Funès, mais en général, on va voir des classiques du cinéma. On est allé lire, évidemment toujours La Peste de Camus, tous ces livres que parfois on avait dans sa bibliothèque qui faisaient peur et dans lesquels on s'est plongé. On sait ces personnes qui ont fait du Proust à longueur de journée. On est allé réécouter des lectures sur des radios par des grands acteurs. On est allé revoir des pièces de théâtre. Et vous dites vous-même que en fait, ce moment n'était pas un moment de divertissement à la manière de Pascal, par des choses frivoles et futiles, mais était surtout la reconnexion au chef-d'œuvre. Alors j'avais envie de vous dire, est-ce que vous, quels sont les chefs-d'œuvre en fait qui vous ont accompagné durant ces périodes, et quels sont les livres qui portent, qui transportent, quels sont les tableaux, les musiques qui peuvent finalement contribuer à cette construction de ce nouvel humanisme ou à cette nouvelle voie que vous voyez vers un avenir nouveau? Qu'est-ce qui peut nous inspirer et nous porter? Et est-ce que ces chefs-d'œuvre artistiques nous permettent de ne pas renoncer à nos envies de transformation, de refondation?
Écoutez, en ce qui me concerne, je crois que certaines lectures ou certaines musiques sont indissolublement liées à moi et je veux dire, me donnent de la vie, me donnent le sentiment de vouloir vivre. Alors, si vous voulez, moi j'ai été très marqué par des œuvres apparemment contradictoires dans mon adolescence. D'abord des œuvres qui prenaient scepticisme, rationalité, je dis Montaigne par exemple, et des œuvres par contre qui donnaient la conscience de ce qu'est la subjectivité humaine, la souffrance, le malheur, peut-être que parce que moi-même j'avais beaucoup souffert en tant qu'orphelin de mère, mais enfin, c'est Dostoïevski, c'est Tolstoï, c'est Tchekhov, ce sont des écrivains qui m'ont beaucoup marqué et qui restent donc très importants. Et puis je dirais par exemple que Pascal, pour moi, est très important parce qu'il a montré que l'homme est un tissu de contradictions. Il a montré aussi bien la grandeur que la bassesse humaine. Il a montré que et en plus, je dirais, c'est le penseur de la complexité parce qu'il a dit que toutes les choses dans le monde sont liées les unes aux autres d'une façon indissoluble et qu'on ne peut comprendre le tout si on comprend les parties le tout. Bon, ça c'est. Mais aussi à des œuvres qui me donnent le sens très fort presque de l'extase, si vous voulez. Pour moi, le premier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven est quelque chose qui me donne une énergie qui, quand je suis dans la tristesse ou le découragement, me redonne le goût d'affronter la vie. Ce sont des œuvres comme ceci. Donc, moi, je pense que toutes ces œuvres littéraires, musicales, autres, nous sont des compagnons de vie, des choses toniques, parce que, si vous voulez, dans ma conception de la vie, il y a deux choses, deux pôles opposés. La prose de la vie, qui est les choses obligatoires qu'on doit faire pour survivre par nécessité, par contrainte, et d'un autre côté, les choses qui nous épanouissent, qui nous rendent heureux, qui sont aussi bien l'amour, l'amitié, la fraternité, le jeu, mais aussi la littérature, la poésie au sens des poèmes, la musique, les œuvres d'art. Donc, si vous voulez, tout ceci doit nous contribuer à la poésie de la vie de chacun. Et je pense qu'effectivement, c'est ça qui a poétisé la vie de beaucoup de personnes confinées qui brusquement voyaient devant elles un opéra de Mozart ou quelque chose aussi ou de Verdi, vous voyez. Donc, je pense que il faut arriver à ce que justement ce ne soit pas seulement une petite élite qui éprouve ces jouissances qui l'aident dans la poésie de la vie, mais qu'il faudrait que ce soit généralisé parce que chaque être a besoin de l'expérience poétique. Le danger, c'est quoi? C'est l'identitaire, c'est l'extrémisme. Parler de grande régression, mais une grande régression solidement grande, c'est-à-dire que vous parlez d'une régression intellectuelle et morale, une régression démocratique, une régression belliciste, évoquant la possibilité de risque de déflagration énorme des guerres en fait. Vous en avez connu beaucoup, et je me suis demandé comment vous pouvez voir ce futur-là aussi face à nous, alors que finalement, vous en tracez surtout des fils d'espérance. Qu'est-ce qui peut nous faire basculer, nous retourner dans le siècle précédent et ces affrontements violents dont nous avions pensé que nous étions débarrassés? Qu'est-ce qui peut faire que nous fassions une grande régression belliciste? Vous savez, quand on regarde l'histoire humaine, on voit que les époques se succèdent, des époques d'épanouissement, de civilisation succèdent des époques de barbarie, et puis les barbaries elles-mêmes se dissolvent au profit de l'autre. Nous sommes dans disons,
je suis la parole du vieux philosophe Héraclite qui disait concorde et discorde sont père et mère de toutes choses. L'univers est lié à ces deux forces inséparables et pourtant ennemies. Et dans cette histoire, ce qui me conforte, c'est que je prends parti pour la concorde. Je prends parti pour Eros contre Thanatos. Je prends parti pour ce qui unit. Je prends parti pour ce qui fraternise. Je prends parti pour l'amitié, pour l'amour. Et dans le fond, je me dis, l'avenir est incertain, je ne sais pas ce qu'il en sortira, mais je sais à quoi je tiens, je sais à quoi je suis fidèle. Et ça, si vous voulez, ce n'est peut-être pas le mot d'espérance qui est là, mais encore que j'espère dans l'improbable, mais je pense que c'est quelque chose qui me donne la capacité de continuer à faire, à mon âge, ce que j'ai fait toute ma vie. On a le sentiment que tout est très compliqué pour faire changer les choses et pour éviter justement ces dangers. Alors c'est très intriguant que vous évoquiez une nouvelle voie et pas une révolution ou une nouvelle révolution. Vous ne croyez pas aux révolutions? Vous ne pensez pas que les choses vont changer parce qu'il faut une espèce de nouveau grand soir, quelque chose qui va faire qu'on va forcer les lobbies, ceux qui tentent aujourd'hui de faire en sorte qu'après soit comme hier, de gagner la partie? Oui, si vous voulez, moi j'ai abandonné le mot de révolution avec un R majuscule, dont le modèle était la révolution soviétique ou chinoise, mais je pense beaucoup, j'ai remplacé par le mot de métamorphose. La métamorphose, parce que une révolution, c'est de dire du passé, faisons table rase, créons un monde nouveau. La métamorphose, on voit que ce sont déjà les forces, les sources qui sont en train de se transformer. Et donc, nous avons besoin de toute la culture du passé pour arriver au nouveau. Donc, si vous voulez, je crois que nous sommes dans un monde en transformation, mais la métamorphose aurait une connotation positive parce qu'elle nous fait penser à une chenille qui, cet être lamentable, rampant, qui possède en elle la capacité de produire des ailes après toute une période de, justement de métamorphose et de s'envoler comme papillon ou comme libellule. Donc, si vous voulez, c'est ça qui me semble très important, c'est qu'on ne peut pas deviner les forces de transformation, de même qu'on ne pouvait pas deviner au XIIIe siècle ce qui serait passé, disons, dans les temps modernes. Donc, si vous voulez, moi je crois qu'une métamorphose est souhaitable, mais nous subissons aujourd'hui une transformation très dangereuse et le grand problème, c'est de transformer cette transformation en métamorphose, ce qui n'est pas impossible, ce qui est souhaitable, mais j'en suis pas sûr. Et qu'est-ce qui sera le plus important en fait? Quel est le moteur de cette nouvelle voie? L'État, qui a repris une place, ou en tout cas dont on a ressenti le besoin, la politique, dont vous dites pas grand bien, le citoyen, que vous voulez remettre au centre du jeu, ou bien l'artiste finalement, qui reste le réceptacle, le moteur, celui qui croit que les choses peuvent changer, peut-être parce qu'il est plus naïf ou parce qu'il est moins dans la réalité, mais qui a été quand même très fracassé au cours de ces crises successives, parce qu'on se rend compte finalement qu'il est superflu dès lors qu'il faut sortir l'argent, définir des politiques. Qu'est-ce qui est au centre? Qu'est-ce qui est moteur de la grande voie, de la nouvelle voie? C'est une convergence, vous savez, c'est une convergence parce que, regardez, il y a un peu partout des bouillonnements locaux, associatifs, pour la solidarité, pour l'entraide. Euh, donc, ils sont nécessaires parce qu'ils créent cette atmosphère de solidarité, mais il faut que se crée une pensée directrice, il faut que se crée un type d'organisation, il faut que se constituent des représentants crédibles en qui on ait foi et une foi méritée. Donc, il faut un ensemble de conditions pour que les choses se transforment et arriver à un seuil critique,
savez, regardez ce qui s'est passé dans prenez les grandes religions. Euh, le premier message, par exemple, du Bouddha, il n'est absolument pas suivi dans son pays, enfin dans les Indes. Il a fallu que quelques disciples le développent en Chine pour que brusquement ça devienne une grande religion. Le message de Jésus pendant des siècles est resté ignoré. Il y a eu Paul, et puis ça a fermenté dans l'Empire romain. Et il y a eu le moment critique où la mère de l'empereur Constantin s'est convertie au christianisme et a converti au christ. Donc, si vous voulez, c'est comme Karl Marx fait le manifeste communiste, et ce n'est que quelques dizaines d'années après que se crée le Parti social-démocrate allemand qui va jouer un rôle historique. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné, on ne peut pas le préfabriquer, on ne peut pas dire nous sommes des biurges, non, on prêche, et puis à un moment donné, disons, des paroles dispersées deviennent convergences, ce qui était un message marginal commence à devenir une force historique et les choses se transforment. C'est comme ça, c'est comme les idées qui ont inspiré la Révolution française, elles ont fermenté chez Montaigne, chez Montesquieu, chez Voltaire, chez Rousseau, chez les philosophes, et puis c'est devenu quelque chose, une idéologie qui a été importante. Donc, si vous voulez, il faut continuer à prêcher partout, c'est la même chose. Bon, la parole, l'écrit, maintenant les médias, on essaye, et si on arrive à un moment donné, vous savez, c'est très curieux, des milliers de gouttes d'eau finissent par faire une rivière, et les rivières qui convergent finissent par faire un fleuve, qui fait une chose puissante. Mais on n'est pas maître de l'histoire, on peut apporter sa contribution. Alors je vais être un petit peu longue pour terminer, mais je vais lire un morceau de votre livre, parce que la conclusion est très belle, et ça terminera par une question que j'avais envie de vous poser au terme de tous ces longs entretiens, où finalement nous écoutons une série de philosophes nous donner, d'économistes, d'artistes, de sociologues nous donner des recettes, mais on a envie de demander, docteur, et moi là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? Où est ma place? Je vais lire votre extrait. Être humaniste, ce n'est pas seulement penser que nous faisons partie de cette communauté de destin, que nous sommes tous humains tout en étant tous différents. Ce n'est pas seulement vouloir échapper à la catastrophe et aspirer à un monde meilleur. C'est aussi ressentir au plus profond de soi que chacun d'entre nous est un moment éphémère, une partie minuscule d'une aventure incroyable qui, tout en poursuivant l'aventure de la vie, effectue l'aventure hominisante commencée il y a 7 millions d'années avec une multiplicité d'espèces qui se sont succédées jusqu'à l'arrivée de l'Homo sapiens. Nous vivons cette aventure incroyable, avec ses possibilités scientifiques à la fois merveilleuses et terrifiantes. L'humanisme, à mon sens, ce n'est donc pas seulement le sentiment de communion humaine, de solidarité humaine, c'est aussi le sentiment d'être à l'intérieur de cette aventure inconnue et incroyable et d'espérer qu'elle continue vers une métamorphose d'où naîtrait un devenir nouveau. Cette aventure stupéfiante porte en elle son ignorance, son inconnu, son mystère, sa folie dans sa raison dans sa folie, son inconscience dans sa conscience, et je porte en moi l'ignorance, l'inconnu, le mystère, la folie, la raison et l'aventure. Je sais que dans l'aventure du cosmos, l'humanité de façon nouvelle, sujet et objet de la relation inextricable entre d'une part ce qui unit Eros et d'autre part ce qui oppose Polémos, ainsi que ce qui détruit Thanatos. Le parti d'Eros est lui-même incertain, car il peut s'aveugler. Et il demande de l'intelligence, encore de l'intelligence, comme de l'amour, encore de l'amour. L'aventure est plus que jamais incertaine, plus que jamais terrifiante, plus que jamais exaltante. Nous sommes emportés dans cette aventure et nous devons nous engager dans le parti d'Eros. C'est cela que nous devons faire, citoyens. Et est-ce que ce mot que nous n'avons jamais prononcé au cours de cet entretien et qui se trouve en conclusion de votre livre reste, je ne sais pas, la consolation, l'espoir, le moteur?
Est-ce que l'amour nous fait gagner des points, nous fait avancer, va nous sauver, va nous aider à accepter que nous soyons des petits êtres éphémères, trimballés par cette aventure si mystérieuse? L'amour, c'est important, Edgar Morin, à 99 ans. La chose le plus importante du monde. Merci infiniment, Edgar Morin, pour le temps consacré dans ce long entretien. Je rappelle que votre livre Changeons de voie, les leçons du coronavirus est paru chez De Noël. Il est court, il est très pratique et il donne une matière à penser pour cet avenir que certains veulent tellement transformer et dont d'autres sont tellement persuadés qu'il sera comme hier, tout simplement. Merci à vous. Merci à vous, madame. Merci.